Bienvenue au cours de rattrapage. Après avoir fait la couleur des objets, maintenant on va s'intéresser à la couleur des lumières. Mais avant de commencer, quelques petits rappels utiles. La lumière est une onde électromagnétique. Le visible se trouve entre les longueurs d'onde de 400 à 800 nanomètres environ. En dessous, c'est l'ultraviolet, au-dessus, c'est l'infrarouge. Une onde est caractérisée par sa longueur d'onde notée lambda et sa fréquence qu'on va noter nu. À chaque lumière est associé un spectre qui est en fait sa décomposition. Un profil spectral donne l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. Ça, ce sont des notions que vous avez vues en secondes et qui vont être utiles pour comprendre ce chapitre. Sources de lumière colorée. On va avoir deux catégories de sources de lumière. D'un côté les sources chaudes et de l'autre les sources froides. Même si les froides sont pas tout à fait froides, mais elles sont quand même moins chaudes que les chaudes. Les sources chaudes. Selon la théorie du corps noir, un corps noir chauffé émettra de la lumière, ou plus généralement des ondes électromagnétiques, dont la couleur va varier en fonction de la température. On peut trouver facilement plusieurs exemples de corps chauffés qui vont émettre de la lumière, ou même dont la lumière va changer de couleur en fonction de la température. D'ailleurs, nous-mêmes à notre température, en fait, on émet de la lumière. C'est pas de la lumière visible, c'est de l'infrarouge, qui peut être du coup capté par des caméras thermiques, dites caméras infrarouges, et nous permettent ainsi de voir des objets dans le noir à partir du moment où ils ont une certaine température. Trace le profil spectral d'un corps chaud, on va toujours obtenir la même allure, une pente raide puis une pente douce avec un maximum. Et en fait, on a remarqué que ce maximum d'intensité lumineuse, qu'on va noter lambda max, se déplace en fonction de la température. Et c'est ce qui va nous donner donc du coup la loi de Wien qui nous dit que θ, donc la température, est égale à 2,89 fois 10 puissance 6 divisé par lambda max, la longueur d'onde de l'intensité maximale, moins 273. Et voilà, c'est tout simple. Ça s'arrête là. Alors bien sûr, si on sait lire la relation de manière mathématique, on va remarquer que plus la température augmente, plus le lambda max va diminuer, et vice versa. Ce qu'il faut savoir faire est plutôt simple, il faut savoir se servir de la relation dans un sens ou dans l'autre. Dans le sens le plus simple, on va vous donner un profil spectral sur lequel il va falloir déterminer le lambda max. Une fois qu'on a le lambda max, on peut le réinjecter dans la formule et cela nous donnera directement la température. L'autre possibilité et l'autre sens, ça va être de vous donner la température d'un objet. Et bien sûr, en manipulant la formule, on se retrouve avec une formule un petit peu plus compliquée, mais pas plus que ça. Cela nous donnera donc, si on a la température, le lambda max directement. Et ce lambda max, on pourra l'associer, en simplifiant le problème, à la couleur que peut avoir cet objet chauffé. Allez, on passe aux sources froides. Les sources froides. Alors là, c'est pas du tout le même type de source, et donc du coup, ça va pas du tout être le même type de raisonnement. Et d'abord, il va falloir revenir sur la théorie quantique de l'atome. Depuis les travaux d'Albert Einstein en 1905 sur l'effet photovoltaïque, on sait qu'il existe une particule qui transporte la lumière qu'on a appelée photon. Et ce photon a une énergie en joules qui dépend de sa fréquence, qui dépend de la fréquence de la lumière considérée. L'énergie et la fréquence sont liées par la relation de Planck qui dit que E est égal à H fois nu la fréquence. H étant la constante de Planck, sa valeur que vous donnez ici. Et on peut aussi écrire la relation en utilisant la longueur d'onde. E est égal à H fois C, la célérité de la lumière, divisé par lambda, la longueur d'onde. Pour rappel, la célérité c'est 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde à peu près. Le joule est une unité beaucoup trop grosse pour des particules avec une si faible énergie. Alors on va plutôt utiliser ce qu'on appelle l'électron-volt, qui est noté EV, qui vaut donc 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Parler du photon c'est bien, mais pour le moment on va pas se prendre le rapport. Ça va venir le rapport. Le photon on sait qu'il a une énergie, maintenant il va falloir savoir d'où vient cette énergie. Eh bien elle vient de l'atome en lui-même. En 1913, Niels Bohr a déterminé que les atomes avaient des niveaux d'énergie bien distincts. C'est ce qu'on appelle la quantification. Techniquement, c'est les électrons qui ont des niveaux d'énergie, mais pour simplifier le problème, on va juste parler de l'atome dans sa globalité, ce qui revient quasiment au même. L'état de plus basse énergie, c'est l'état qu'on va appeler l'état fondamental. C'est celui-ci qu'a l'atome quand il est totalement neutre. Et c'est aussi cet état d'énergie que l'atome va chercher à garder le plus possible ou à retrouver si jamais il n'y est pas. Mais il est possible de faire passer l'atome de l'état fondamental à un niveau d'énergie plus élevé qu'on va appeler un état excité en lui apportant de l'énergie. Techniquement, c'est un électron qui prend cette énergie-là et qui passe sur une couche supérieure, comme on a pu le voir sur le modèle de l'atome en couche. Et c'est là qu'on fait le lien avec le photon, parce qu'en fait, notre atome se trouve dans un état d'énergie excité et son objectif, c'est de retrouver son état d'énergie fondamental. Pour cela, il va devoir perdre de l'énergie, et cette perte d'énergie va se transformer en photon. Techniquement, la transition d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur, qui n'est pas forcément le fondamental, va se passer par l'éjection d'un photon dont l'énergie correspond strictement à la différence d'énergie entre ces deux niveaux. Toutes les transitions entre les niveaux d'énergie vont être possibles, puisqu'un atome peut avoir ces différents niveaux d'énergie. Il va pouvoir passer d'un niveau supérieur à un niveau inférieur
sans forcément aller directement au fondamental. Et à chacune de ces transitions énergétiques correspond donc une énergie libérée, un photon libéré, une longueur d'onde correspondante et donc une raie de couleur correspondante. A l'inverse, si un photon arrive sur un atome avec une énergie qui correspond pile poil à une transition énergétique, eh bien, ce photon va être absorbé, l'atome va prendre l'énergie qui lui a été donnée pour passer dans un état excité. On aura donc une raie noire qui va apparaître sur le spectre, comme on peut le voir sur les spectres d'étoiles. Ce qu'il va falloir savoir faire, c'est exploiter un diagramme avec différents niveaux d'énergie. Si on regarde un diagramme et qu'on s'attarde sur une transition en particulier, prenons ici par exemple cette transition-là, on aura alors la valeur de l'énergie de la transition en question. Cette énergie, il va falloir la convertir en joules par une simple multiplication, 1,6 10 puissance moins 19. On pourra en déduire la longueur d'onde qu'aura le photon en utilisant la relation E est égale à hc sur lambda, qui se transforme ici en lambda est égal à hc divisé par E. Et une fois qu'on aura lambda, on pourra en déduire la longueur d'onde de la raie correspondante. Et c'est comme ça qu'on fait des lampes avec le néon, avec le sodium, avec le mercure, même avec le xénon dans les phares dernière génération. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage. Le prochain chapitre de Première S, je ne l'ai pas encore déterminé, donc je ne peux pas vous le dire. N'oubliez pas que c'est parce que la lumière se propage plus vite que le son que certains semblent intelligents avant d'avoir l'air cons.